Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je souhaitais revenir avec vous sur un événement qui s'est déroulé dans les championnats du monde moto l'année dernière. Je vous parle bien sûr du championnat du monde Moto 3 car c'est une nouvelle saison et avant que mon cœur soit possiblement de nouveau brisé, je souhaitais discuter de ce qui s'est passé dans l'avant-dernière course du championnat du monde Moto 3 en 2023. Pour vous faire le résumé de la saison, si vous avez oublié ou si vous n'avez pas regardé, je vous conseille donc en 2024 de regarder et de bien tout noter ce qui se passe. Mais deux pilotes sont au coude à coude pour le championnat. Sasaki, d'une part, qui fait une saison très régulière, mais avec un terrible manque de finition. Aucune victoire à son actif jusque-là. Sa dernière victoire remonte au Red Bull Ring 2022. Il a mené par 6 fois une course de Moto 3 cette saison. Pas une seule victoire. Pas une seule bonne réalisation, mais il se retrouve quand même deuxième grâce à une saison ultra régulière. De l'autre côté, son principal rival, Jaume Masia, pour lui une saison très solide aussi de son côté, mais pour le coup, il réussit à avoir 3 victoires, dont 7 podiums en plus. De ces 3 victoires, nous arrivons dans l'avant-dernière manche, direction Losail au Qatar, et c'est là que tout commence, mais aussi tout se termine. Avant-dernière course de la saison 2023, Losail, Qatar, c'est la grille de départ. La course Moto 3 va être donnée. Sur la grille, nous avons Ayumu Sasaki en 4e position et son concurrent principal, Jaume Masia, se retrouve 10e après une qualification pas exceptionnelle le samedi. Dès le départ, plusieurs choses se passent. Denis Honshu vole le départ. Ayumu Sasaki passe directement en 3e position et Jaume Masia se retrouve dans le peloton au milieu d'un gros paquet de pilotes et est au bord du contact avec Colin Vayer, le coéquipier d'Ayumu Sasaki. C'est le lancement de 40 minutes de folie. Au milieu du deuxième tour, Sasaki prend directement les commandes de la course, mais vous le savez, en Moto 3 et encore plus au Qatar, il est quasiment impossible de s'échapper. Surtout sur une piste où il y a une ligne droite de plus d'1 kilomètre et l'aspiration permet de dépasser et de rattraper ultra facilement les pilotes de devant. Et comme je viens de vous dire, Sasaki est en tête et ça ne dure pas longtemps car dès le premier virage du 3e tour, Sasaki va se faire attaquer par 4 pilotes directement, dont Jaume Masia, et c'est là que le duel est tout simplement lancé. 5 virages plus tard, nous arrivons dans ce virage numéro 6. Et là, c'est le premier élément qui fait débat dans ce duel Masia contre Sasaki, tout simplement parce que Masia vient faire les freins à Ayumu Sasaki dans ce même virage 6 et il va l'emmener très large. Et là, plusieurs questions se posent. Masia l'a-t-il fait exprès? Est-ce que c'était un bloc pass très virulent et donc il a fait exprès d'emmener Sasaki au large pour pouvoir le dépasser et lui faire perdre du temps? Ou alors c'était tout simplement un loupé sur les freins, il a freiné un petit peu trop tard et n'a pas réussi à contrôler cette moto. Dans tous les cas, Masia double Sasaki et Sasaki passe de la première à la 8e position dans ce tour numéro 3 et là, le drame commence. Après 5 tours de folie et de dépassement dans tous les sens, The Crazy Boy et Masia sont de retour à la tête du classement général et mènent cette course du Qatar de nouveau. Et là, nous arrivons dans ce 7e tour. Virage numéro 6, l'histoire se répète. Masia fait les freins à Sasaki et l'emmène une nouvelle fois au large dans ce même virage numéro 6. Plus de questions possibles, aucun débat n'est permis. Tout le monde est au courant et tout le monde pense la même chose. C'est fait exprès. Masia a volontairement poussé Sasaki, que ce soit dans ce 3e tour ou même dans ce 7e tour. Masia a le championnat en jeu. Il le sait, il mène la course. Son seul rival est Sasaki. Et la seule fois où il pousse quelqu'un à l'extérieur, c'est Sasaki. 2 fois dans le même virage. Aucune question n'est possible. On est tous au courant. Et là, malgré le fait que je ne supportais personne en particulier, mon cœur se range directement du côté de Sasaki car on est sur une triche. Voilà, on va pas se mentir, on est sur quelque chose de pas fair play. Voilà, c'est tout, ce n'est pas fair play et mon cœur est du côté de Sasaki et je commence à prendre cette course personnellement comme peut-être beaucoup d'entre vous qui avez regardé la course. Après ce dépassement tout simplement virulent, Masia repasse devant Sasaki. Sasaki retombe en 10e position. Aucune pénalité pour le pilote espagnol, seul un petit message sur son tableau de bord de la FIM disant qu'il y a une conduite dangereuse et qu'il faut faire attention, il est averti.
Mais là, c'est vrai que rien ne se passe. Sasaki doit tout refaire et doit tout remonter depuis la 10e place. En seulement 2 tours, Sasaki repasse en première position et redouble Jaume Masia très proprement. Donc il n'y a pas de caprice de la part de Sasaki, il n'y a pas d'énervement, il reste dans sa course et reprend la tête de celle-ci. Une course tout à fait exceptionnelle, des dépassements dans tous les sens. Masia, Sasaki, les 2 leaders du championnat qui se battent pour cette première place. On assiste peut-être à ce moment-là à l'une des meilleures courses Moto3 de l'histoire. Dans cette course totalement folle, mon cœur bat tout simplement à 200 BPM et nous arrivons dans cette ligne droite principale, dans cette ligne droite des stands de départ-arrivée. Masia est en tête et c'est là que ça tourne au vinaigre car dans ce premier virage, 3 laps to go, 3 tours restants, Sasaki va se faire doubler par 3 pilotes d'un coup. Nous continuons un peu plus loin dans le tour et l'histoire se répète. Virage numéro 6, maudit virage numéro 6, maudit léopard, maudite écurie, tout est maudit. Sasaki se prend un bloc-pass du futur par Adrian Fernandez qui est tout simplement le coéquipier de Jaume Masia. Donc le coéquipier de Jaume Masia a choisi le virage numéro 6 et vient freiner très tardivement sur Ayumu Sasaki pour lui faire exactement la même manœuvre que Masia lui a fait par 2 fois plus tôt dans la course. On se retrouve donc avec Ayumu Sasaki très large et Adrian Fernandez qui le repasse. Sasaki repère des places. Nous arrivons dans ce dernier virage juste avant cette très longue ligne droite. Et une nouvelle fois, Adrian Fernandez, toujours coéquipier de Jaume Masia, toujours sur une léopard, vient une nouvelle fois bloc-pass Ayumu Sasaki dans le dernier virage. Sasaki se retrouve donc 10e juste avant cette longue ligne droite à 2 tours de l'arrivée et à 2 tours de perdre le championnat du monde. C'est une remontée exceptionnelle qui est en vue, sinon c'est perdu. Dans l'avant-dernier tour, Ayumu Sasaki nous fait tout simplement un tour de légende en remontant plusieurs positions, en prenant le fastest lap avec les pneus usés, avec la fatigue, avec la pression et en essayant de doubler tout le monde. Meilleur tour pour Ayumu Sasaki. On arrive donc dans ce dernier tour. Il est de retour dans la bataille pour le top 5, plutôt loin de Masia. Tout semble impossible pour Sasaki. Le tour continue. Au moment où il dépasse Daniel Olgado, nous arrivons dans ce virage numéro 11. Et là, Sasaki nous fait probablement un des sauvetages de l'année, un des sauvetages de la décennie. Il sauve un high side dans un virage ultra rapide et tout s'arrête. Tout s'arrête. Masia est donc champion du monde. Sasaki finira cette course 6e. Malheureusement, Sasaki perd le championnat sur une course contre Léopard où il a été maltraité de bout en bout. Pénalité, pas pénalité, on va parler de tout ça. Mais en tout cas, 2023 se termine sur cette triste note et avec un petit manque de fair play, sans doute, d'un côté. Vous avez donc l'histoire de ce qui s'est passé durant cette course au Qatar Moto3 2023 pour le championnat du monde entre Jaume Masia ainsi que Ayumu Sasaki. Ça se termine ainsi. Après, je ne sais pas dans quel camp vous étiez, mais je vais donner mon avis. Alors certes, tout le monde s'en balance parce que c'est passé. Masia est champion du monde. Aujourd'hui, ils sont tous les deux en Moto 2, donc ça n'a plus aucun sens. Mais je vais quand même donner mon opinion et le pourquoi du comment. J'explique cette situation, pourquoi pas de pénalité et qu'est-ce que j'en pense. Même si c'était il y a 6 mois, selon moi, Masia mérite ce championnat du monde si on ne prend pas que en compte cette dernière course. Certes, si on ne regarde que cette dernière course, ça peut paraître un petit peu bizarre et si on n'a vu que celle-ci, on a envie de dire il y a de la triche, il y a quelque chose, il y a la FIM qui est avec Masia, les Espagnols sont toujours mis en avant. Alors ça, c'est peut-être un petit peu vrai, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, on a Masia qui fait une saison ultra régulière, alors que de son côté, on l'a dit au début de la vidéo, Sasaki n'a pas réussi à concrétiser ses courses avec des victoires. Donc il part déjà avec un désavantage et a été un petit peu moins bon sur l'ensemble de la saison que son rival direct, Jaume Masia. C'est vrai que la manière dont il est champion du monde sur cette course est plutôt discutable. Nous avons donc 3, 4, 5 moments, on va dire très tendus, très difficiles à juger, mais selon moi, on est resté dans les règles de la course générale. Alors premièrement, je vais revenir sur les incidents du tour numéro 3 et du tour numéro 7 dans ce virage numéro 6.
on a un Jaume Masia qui va faire un bloc pass très très énervé, je vous l'accorde, sur Sasaki qui l'emmène très très loin, beaucoup trop loin pour que ce soit un dépassement normal, surtout si c'est refait à 2 fois sur le même pilote, dans le même virage. Donc là, tout le monde sait que c'est fait exprès, mais dans tous les cas, hard but fair. Bon, là, c'était pas vraiment fair, mais il a eu l'avertissement et selon moi, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Il ne lui a pas mis de coup, il ne l'a pas poussé, il l'a dépassé tout simplement en étant un peu trop loin et en prenant lui-même des risques parce qu'il a perdu aussi des places dans cette course. Je ne défends pas Masia, mais selon moi, c'était la limite. S'il en faisait une de plus, oui, la pénalité était méritée, mais là, les 2 tentatives et les 2 dépassements sont bons parce que tous les autres dépassements que Masia a fait sur Sasaki ou les autres pilotes n'avaient aucun problème. Ils étaient tout à fait normaux et c'était de beaux dépassements. Donc j'ai envie de dire, certes, ces 2 dépassements sont pas jolis à voir, mais il a utilisé, on va dire, toutes les règles. C'est comme si vous utilisez en fait eh bien, tous vos track limits warning. Si vous sortez 4 fois de la piste et que ça vous fait gagner, personne ne dit rien. Et si le gars qui a fini 2e, il n'est jamais sorti, et ben, chacun a utilisé les règles à son avantage. Et c'est comme ça aussi que ça se joue un petit peu. Et depuis la nuit des temps, on a tous vu des pilotes jouer sur la règle comme ça. Et ça s'est joué vraiment à une petite décision. Et voilà, donc c'est comme ça que Masia va venir s'imposer avec une certaine intelligence de course. Alors une intelligence de course vicieuse, je vous l'accorde. Mais parfois, certains champions, par exemple en 2015, un certain Lorenzo aurait utilisé un certain Marquez. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Mais on va continuer sur cette vidéo sans s'énerver. De plus, il y a un autre point important dans cette course, c'est tout simplement le coéquipier de Jaume Masia. En moto, en MotoGP ou en Moto3, les consignes d'équipe ne sont vraiment pas très répandues. C'est assez mal vu de faire équipe et qu'un pilote en protège un autre ou qu'un pilote en laisse passer un autre. On se rappelle l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, entre Zarco et Bagnaia. Tout le monde était déçu que Zarco n'aille pas chercher Bagnaia, mais il avait un titre en jeu et donc c'est assez mal vu, contrairement à la F1 par exemple, de jouer en équipe. Mais pour le coup, rien ne l'interdit. Donc Adrian Fernandez a complètement sacrifié, on va pas se mentir, sa course pour aider son coéquipier Jaume Masia à la gagner, à la remporter et donc à être champion du monde en poussant Sasaki, en faisant des block pass au virage numéro 6 et au dernier virage. Et pour le coup, si Colin Vayer avait fait la même chose sur Masia, ce qui n'a pas été fait, eh bien je pense que j'aurais été dans le même cas. Sasaki s'est fait avoir tout simplement parce que son coéquipier n'était pas au niveau et que Adrian Fernandez a parfaitement joué le rôle de 2e pilote. Donc j'ai envie de vous dire, même sur ce point-là, on ne peut rien reprocher à Adrian Fernandez, à Léopard ou à Masia qui ont utilisé toutes les règles disponibles à leur avantage. Eh bien, c'est un bon point pour eux. Et malgré tout ça, ils sont champions du monde. Donc j'ai envie de vous dire un grand bravo à eux parce que ça ne s'arrête pas que à cette course du Qatar, même si personnellement c'est celle que je retiens parce que tout simplement ça a été celle qui a été la plus choquante entre guillemets. Tout ça pour dire que ce dénouement de championnat du monde Moto3 2023 m'a fendu le cœur, même si je n'étais pas spécialement pour Sasaki. On a vu après les larmes du pilote, on a vu aussi de l'autre côté la joie des pilotes Léopard qui était exceptionnelle, ils ont jeté leur moto par terre. Enfin bref, que dire? C'est pour ça aussi que j'adore cette catégorie, c'est qu'on a une course avec une centaine de dépassements en 40 minutes, des centaines de dépassements dans tous les sens. On a un Sasaki qui fait 2-3 remontadas, qui sauve un Aissad qui aurait pu finir sa carrière vu la vitesse de la chute probable, mais là il le sauve. Donc il n'y a que des choses exceptionnelles et c'est pour ça que j'adore cette catégorie. Alors certes, parfois ça finit mal comme ça, sauf si on est pour Jaume Masia. À part si vous êtes espagnol, je vois pas pourquoi vous auriez été pour Masia dans ce cas-là. Voilà, je donne mon opinion, ouais, complètement, ouais. Mais voilà, donc c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, j'en perds mes mots, j'ai envie de pleurer tout simplement. Moi j'étais là sur mon canapé, j'ai frappé partout, ça m'a tendu. Mais quelle course, quel championnat du monde. Et l'année prochaine, soyez au rendez-vous parce que ça s'annonce encore plus fou, ça s'annonce exceptionnel. Et il y a des très très beaux prétendants pour ce titre de championnat du monde Moto3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce cas. On reviendra peut-être sur d'autres courses comme ça. Il y en aura sans doute en 2024. Mais on reviendra peut-être sur d'autres courses qui ont été chamboulements au niveau du championnat du monde. Ça ne veut rien dire. Mais par exemple, Sepang 2015. Mais ça, c'est une vidéo qu'il faut que je travaille et il faut que j'interviewe aussi, sinon ça n'a pas de sens. Allez, à plus, c'était Théo. Ciao, ciao.